Bienvenue, Zakaria Agarty. Merci. Merci d'avoir accepté le débat et de monter sur un ring. Bien sûr, merci pour l'invitation. D'ailleurs, félicitations pour ce beau concept. Parce qu'on oublie souvent à l'ère de politiquement correct que le débat, c'est aussi de la confrontation, de la diversité. Et de la confrontation d'idées. D'idées, de projets de société, de vision. Donc, complètement. Je salue le concept. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes analyste économique et financier, que vous êtes également le tout nouveau membre, j'ai envie de dire, de l'Alliance des économistes israéliens que vous venez de rejoindre. Tout à fait. 3 rounds thématiques avec vous. Zakaria Agarty. Premier round, quel levier actionner pour booster l'emploi, parce qu'on a vu avec ce taux de chômage record de 13%, et qui est un sujet qui est redevenu a priori une priorité sur le bureau du chef de gouvernement. Deuxième round, la croissance du cash plombe-t-elle la croissance économique, avec un point d'interrogation. Je rappelle qu'un tiers du PIB, c'est du cash qui circule et qui est en circulation avec un effet d'accélération depuis le Covid. Et enfin, le troisième round, faut-il libérer le dirham pour renouer avec la croissance? C'est un vieux débat qui apparemment est en train de réémerger. Donc vous nous direz également votre point de vue analytique là-dessus, Zakaria Agarty. Premier round, quel levier pour actionner l'emploi et le rebooster? Bon, d'abord, vous avez évoqué les chiffres élevés du chômage qui ont été publiés il y a quelques semaines, bon, sans aller dans un débat de chiffres et de méthodologie de calcul, mais il faudrait quand même nuancer d'abord cette hausse du chômage par deux choses. Premièrement, une grande partie des pertes d'emplois qui ont été enregistrées le sont dans le secteur de l'agriculture. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Maroc traverse une sécheresse exceptionnelle et qui malheureusement devient endémique et structurelle puisque nous vivons au moins 5 ou 6 ans de sécheresse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, même sur la méthodologie de calcul, et c'est là où ce qui m'interpelle un peu, c'est quand vous voyez les pertes d'emplois qui ont eu lieu cette année, parce que c'est une année glissante, il y a eu à peu près 500 ou 600 000 d'emplois perdus dans ce qu'on appelle des secteurs dans l'auto-emploi. Oui. Et moi, je conteste un peu ce chiffre. Je le trouve un peu étonnamment élevé, puisque 600 000, nous l'avons perdu cette année, et nous avons perdu moins de 300 000 à l'époque de la pandémie du Covid, qui était un moment exceptionnel d'arrêt d'activité. Donc ça peut être lié en quelque sorte aussi. Certains considèrent, Zakaria Agarty, qu'effectivement ce chiffre est extrêmement important de destruction massive d'emplois au niveau des auto-entrepreneurs. C'est un effet de cascade en fait. C'est un effet de cascade après le Covid, mais aussi, excusez-moi, c'est peut-être lié au début des aides sociales et des aides directes, et que peut-être certaines personnes qui sont dans une situation d'emploi précaire préféreraient être considérées plutôt comme des chômeurs plutôt que comme des personnes qui sont sur le marché d'emploi pour pouvoir bénéficier de ces aides. Et ça a été dit par le gouvernement. Et je ne suis pas en mesure de l'infirmer parce que ce chiffre paraît étonnamment élevé. Dans tous les cas, monsieur, excusez-moi, je pense qu'il est temps d'avoir un peu le recensement général qui va avoir lieu en 2024 et qui va nous permettre d'affiner beaucoup de choses sur les aspects démographiques, les aspects liés à la consommation des ménages. En tout cas, la réalité, c'est que depuis 20 ans et depuis la succession des 4-5 gouvernements qui se sont succédés depuis 2002-2003 et le gouvernement qui était dirigé à l'époque par Tadej Jeto, on a une destruction continue de l'emploi ces dernières années. Avec un taux record qui a été atteint, 13% au niveau national, 13% de taux de chômage, avec destruction massive des emplois pour toutes les catégories de population, de nos populations, qu'on soit femmes, qu'on soit jeunes ou qu'on soit hommes. Mais pas dans tous les secteurs. Par exemple, dans certains secteurs comme l'industrie, la création d'emplois continue. Oui, on est sur un sol sur l'HCP depuis 7000. On est entre les services BTP et l'industrie, on est à peine sur 40 000 créations d'emplois. Absolument. Donc ça reste beaucoup trop faible. Est-ce que là-dessus, est-ce qu'il y a selon vous un levier à actionner pour réduire cette destruction massive d'emplois? Oui, bien sûr, bien évidemment plusieurs. D'abord, vous savez, le gouvernement actuel a mis en place une réforme fiscale séquentielle qui a été entamée par la réforme de l'IS, la réforme de la TVA, et nous attendons tous avec impatience la réforme de l'impôt sur le revenu. Et cette réforme de l'impôt sur le revenu qui pourrait donner du pouvoir d'achat à la fois supplémentaire à tous les citoyens, donc augmenter la consommation, et qui pourrait aussi réduire la charge fiscale que les entreprises payent en termes d'impôt sur le revenu et donner faciliter le recrutement et encourager le recrutement. Donc la réforme de l'impôt sur le revenu pourrait déclencher une vague de recrutement et améliorer la situation de l'emploi d'un côté.
De l'autre, puisqu'on est en train de parler du marché de l'emploi, je pense qu'il y a des réformes importantes à faire, dont notamment, par exemple, celle sur le code du travail. C'est une réforme que nous attendons depuis plusieurs années. Sur le terrain de l'assouplissement à l'embauche et au et lors du licenciement. Ce code de travail a été adopté en 2004, ça fait déjà 20 ans. Même à l'époque, plusieurs disaient qu'il n'était pas en mesure d'accompagner les mutations profondes de l'économie marocaine. Donc aujourd'hui, il est temps de le réformer sur plusieurs aspects. Rendre le travail plus flexible, légaliser aussi ou réglementer, excusez-moi, le travail à temps partiel, le travail à distance, qui aujourd'hui devient donc toutes les formes de contractualisation de l'emploi. Bien sûr, il y a aussi, excusez-moi, sur certains aspects comme les heures supplémentaires. Par exemple, les heures supplémentaires aujourd'hui, ça ne dépasse pas 80 heures par an, parce qu'au-delà de 80 heures, il faudrait des négociations spécifiques avec les partenaires sociaux. Pour pas qu'il y ait d'abus. Oui, mais encore, même en France, qui est quand même le champion le champion dans ces aspects-là, ça dépasse presque 200 heures en France. Donc il faudrait augmenter aussi. Donc vous êtes partisan, vous, Zaki El Agharti, de dire voilà, si on allège la pression fiscale sur les revenus, donc du coup ça va donner un peu plus de pouvoir d'achat. Ça va donner certainement du pouvoir d'achat. Sauf que la décision d'alléger la fiscalité sur l'IR n'a pas été prise pour 2024, dans la loi de finances. Ça sera en 2025. 2025, ça veut dire qu'il faut attendre. Donc il y a toujours un effet différé. C'est-à-dire que si effectivement cette décision est prise en 2025, il peut y avoir. Il y a toujours un effet différé parce que même sur les investissements qui ont été faits dans le cadre de la nouvelle charte d'investissement, il faudrait aussi attendre aussi l'effet différé qui se matérialise. Donc là, on a parlé, excusez-moi, on a parlé de ça. Vous posez la question, il y a aussi un autre aspect qui est important, qui est fondamental. Parce que quand on parle d'industrie, quand on parle de création d'emplois, l'industrie est intimement liée à la recherche et développement. La recherche et développement, l'investissement dans la recherche et développement au Maroc ne dépasse pas 0,8% du PIB, alors que dans les pays de l'OCDE, ça dépasse 2,5 voire 3% dans certains pays. Il faudrait qu'il y ait plus de recherche, d'investissement dans la recherche et développement. C'est intéressant que vous disiez ça, sauf que certains considèrent que s'il y a plus de recherche, plus de développement et plus d'innovation dans l'industrie essentiellement, on le voit d'ailleurs, les nouveaux modèles industriels aujourd'hui, c'est beaucoup de capital. Et de capital investi dans les nouvelles technologies et les solutions innovantes, mais c'est moins de création d'emplois. Bien évidemment, par exemple dans un secteur comme l'automobile, par exemple, il y a une quinzaine d'années, l'investissement était fait dans des industries de câblage très labor intensive, qui consomment beaucoup de main-d'œuvre. Et donc à l'époque, vous investissez 500 millions de dirhams et vous pouvez créer 2000 emplois. Aujourd'hui, dans l'automobile, vous pouvez investir 1 milliard de dirhams et ça vous génère 50 ou 100 emplois, parce qu'il y a eu des gains de productivité sur ce secteur-là. Et je m'en réjouis. Je suis heureux que dans le secteur automobile, on ait pu opéré une montée en gamme pour aller sur des choses beaucoup plus sophistiquées que le simple assemblage. Donc sur ce secteur-là, on ne va pas créer beaucoup d'emplois à l'avenir. Mais dans d'autres secteurs, il y a encore de la marge. Et c'est là où je reviens sur cette idée de R&D qui est fondamentale. Si vous investissez dans la pétrochimie, etc., il faut de la R&D. Aujourd'hui, l'investissement dans la R&D est très faible au Maroc. La solution est partout la même, c'est-à-dire le soutien de l'État à l'investissement dans la R&D à travers un crédit impôt. Pour quelle taille d'entreprise? Toutes. Excusez-moi, oui, non, mais justement sur ce point-là, d'abord, il faudrait créer un label, parce que toutes les entreprises ne peuvent pas dire qu'on fait de la R&D, il faut créer des structures labellisées par des instituts scientifiques ou un conseil national scientifique qu'on pourrait créer qui pourrait donner ce label, ou par exemple par des fondations comme la Fondation Massir ou l'UM6P. Et il faudrait permettre à ces entreprises-là qui investissent dans la R&D de bénéficier d'un crédit impôt recherche. Ça existe partout en Europe, ça n'existe pas encore en Maroc, et on le demande. Tout ça, ça va demander du temps, mais dans l'immédiateté pour 2024 et 2025, levier actionné. Alors aujourd'hui, on le voit, on a un point de croissance aujourd'hui. Le point de croissance détruit beaucoup plus d'emplois qu'il n'en crée. Si on fait le ratio et l'équation. Mais justement, c'est Rachid, parce que vous dites, il nous faut des résultats à court terme. C'est le chef de gouvernement qui l'a dit, c'est pas. Bien sûr, il a raison de le dire. Il a raison de le dire parce qu'il est dans le débat politique. Mais quand on fait une analyse fine et structurelle de la chose, il faudrait faire des réformes structurelles. Donc si on est capable de faire la réforme sur la fiscalité, de faire la réforme sur la recherche et développement, et par la suite aussi la réforme sur le code de travail, et surtout aussi une revue de fond en comble
de fond en comble, excusez-moi, de la formation professionnelle. Aujourd'hui, nous avons une formation professionnelle qui est financée par les entreprises, parce que les entreprises payent la taxe sur la formation professionnelle, je pense, qui dépasse 1,5%, si ma mémoire est bonne, de la masse salariale, sans pouvoir en bénéficier. Et qu'aujourd'hui, vous avez des contrats spéciaux de formation, d'accord, donc pour vous, il faut remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Extrêmement lourd. Il y a une lourdeur bureaucratique. Vous savez, un chiffre important. Il y a à peu près moins de 1% d'entreprises qui paient la taxe sur la formation professionnelle, qui bénéficient de ces formations-là. 1500 ou 1800 entreprises sur à peu près 200 000 entreprises. Ça n'est pas normal. Et en plus, vous parlez du chômage. Une des raisons du chômage aussi, c'est qu'il y a une dissonance avec le besoin du marché du travail. Et quand vous voyez, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui, mais quand vous voyez cette question de formation professionnelle, ouais. c'est important le chiffre que je vais donner, vous avez à peu près 25 à 30% des lauréats ou des jeunes qui bénéficient de la formation professionnelle initiale qui sont au chômage. Ça en dit long sur l'intérêt et sur la pertinence de ces formations. Sur la pertinence des formations, on va passer au deuxième round. Donc je le disais, le chef de gouvernement Isaac Nouch a fait cette déclaration il y a une dizaine de jours, une semaine, sans rentrer dans le commentaire des chiffres du chômage qui ont été annoncés par le Haut Commissariat au Plan. C'est l'institution indépendante, voilà, c'est de dire voilà, avec l'eau, l'emploi sera ma priorité. Est-ce que le fait d'avoir annoncé aux Marocaines et aux Marocains il y a 2 ans, en 2021, la création de 2 millions d'emplois à l'horizon 2026 sur un trend annuel de 200 000 emplois, c'est une pression supplémentaire sur la tête ou sur les épaules du chef du gouvernement qui fait qu'en fait, il y a une course contre la montre qui a démarré. Bien évidemment, c'est une course contre la montre d'abord, mais aussi, même s'il n'avait pas fait ces déclarations, la création d'emplois doit être la priorité de n'importe quel gouvernement. Parce que c'est avec l'emploi qu'on génère de la croissance, et c'est avec de la croissance qu'on développe un pays. Donc, c'est tout à fait légitime. L'annoncer à mi-mandat, juste pour conclure, le fait que le chef de gouvernement l'annonce à mi-mandat, en disant la deuxième partie de mon mandat sera la priorité sera donnée à l'emploi. Certains ont dit, est-ce que ça veut dire que la première partie du mandat n'était pas la priorité n'était pas l'emploi? Non, ça n'est pas le sujet, mais je pense que le gouvernement, l'opinion publique, les analystes et commentateurs ont tous été secoués par ces chiffres extrêmement élevés de la destruction d'emplois. De la destruction d'emplois, même s'il faudrait les relativiser pour les raisons que je viens de citer, mais ces chiffres-là font peur. Et au-delà des chiffres, il y a même un ratio qui est très très important, qui est le taux d'activité. Le taux d'activité qui est en baisse, en décroissance de façon structurelle. Oui. Et pour expliquer un peu aux auditeurs et à ceux qui regardent cette émission, le taux d'activité, il est calculé par rapport à la population active. Sur la population, on a de travail plus de 15 ans. Le problème, c'est que la population active est composée de ceux qui travaillent, de ceux qui cherchent un travail. D'accord ? Le problème, c'est que la population active a baissé parce qu'il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, qui sont découragés par la recherche de l'emploi et qui quittent même la population active. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Donc, il y a aussi une décroissance d'ailleurs. Et ça arrive plus dans le milieu rural que dans le milieu urbain. On est sur un train d'ailleurs de 42% de taux d'activité. Deuxième round, la croissance du cash plombe-t-elle la croissance économique? Alors, il y a un débat à la fois philosophique, théorique et pratique là-dessus. On le voit, le train du cash qui circule est en accélération depuis post-Covid, en tout cas depuis la crise pandémique. On a plus de 400 milliards de dirhams aujourd'hui de monnaie comme ça, de cash qui circule. Est-ce que selon vous, ça plombe la croissance économique? Bon, d'abord, l'accélération, il y a eu un pic. Ou disons, on est passé à une autre étape après le Covid. Mais quand vous voyez les analyses publiées par Banque Maghreb ou par autres établissements, le taux de monnaie fiduciaire, de circulation de la monnaie fiduciaire, c'est le terme officiel, a augmenté de 8% ces 20 dernières années, de 2000 à 2020, alors que la croissance économique ne dépasse pas 3 à 4%. Et par la suite, il y a eu le Covid, où pendant quelques mois, on est passé, je pense, de 280 millions de dirhams à 350 milliards de dirhams de cash en circulation en quelques mois. Et ce chiffre-là continue à augmenter jusqu'à arriver à 400 milliards de dirhams. Aujourd'hui, soit presque 30% du PIB. Et le problème, c'est que ça crée aussi les besoins de liquidité. Il y a un déficit dans les besoins de liquidité bancaire, puisque les banques ne sont pas en mesure de collecter toute l'épargne des Marocains. Les banques, en tout cas, n'expriment pas de soucis ou de craintes particulières là-dessus. On est bien d'accord? Sur ce cash aujourd'hui, la croissance du cash aujourd'hui. Pas parce qu'aujourd'hui, il y a Banque Maghreb qui est en mesure
de soutenir les banques et d'injecter des liquidités. Il faut voir, par exemple, l'année dernière, en moyenne hebdomadaire, Banque del Maghreb a injecté entre 60 et 80 milliards de dirhams, même 80. Aujourd'hui, ce déficit en liquidité a dépassé 100 milliards de dirhams. On ne peut pas continuer comme cela indéfiniment. Et surtout, quand on analyse la composition de ce cash en circulation, on voit que, et c'est Banque del Maghreb, c'est une étude de Banque del Maghreb qui le dit, on voit que 70%, 80% de ce cash en circulation, il n'est pas utilisé pour la vie de tous les jours, mais c'est du cash non transactionnel, c'est-à-dire de la thésaurisation. C'est-à-dire que les gens mettent chez eux des grosses liasses de billets. Investissent dans des coffres pour stocker de l'argent. Investissent dans des coffres sans être dans la caricature. Oui, non, mais est-ce que ça a une incidence à la fois sur la croissance économique qui reste trop faible chez nous et, pour faire le lien avec le premier rang, sur le fait qu'on a de la destruction. Non, il y en a qui considèrent qu'effectivement, heureusement il y a du cash en circulation parce que ça fait tourner un petit peu une forme d'économie plus ou moins parallèle, y compris en période en séquence inflationniste, en tout cas cherté de la vie. Voilà. Donc il n'y a pas des positions tranchées là-dessus. Justement, c'est Rachid, c'est que 2 tiers au moins de ce cash en circulation, il n'est pas utilisé. Cette monnaie fiduciaire n'est pas utilisée pour faire tourner l'économie. C'est thésaurisé. Donc ça nous prive complètement d'une manne financière importante qu'on aurait pu utiliser dans l'investissement. Il faut voir aujourd'hui que les dépôts à terme dans les banques marocaines ne dépassent pas 120 milliards de dirhams, alors que le cash en circulation, c'est 400 milliards de dirhams. Est-ce qu'il faudrait rendre attractif et en tout cas revoir à la hausse un petit peu, justement pour l'encouragement du dépôt, l'encouragement de l'épargne, qui est faiblement rémunéré? Est-ce que ça peut être un levier pour freiner la circulation du cash? Les taux créditeurs au Maroc, ils sont entre 2,50 et 2,60% dans un pays où l'inflation a dépassé 6% l'année dernière. Donc le taux d'intérêt réel, il est négatif. Ça, premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, à l'heure des aides directes qui ont commencé à être distribuées, je pense, fin décembre. Oui, début décembre, ça a démarré. Et la politique sociale est une très très grande réussite. C'est une politique royale qui est mise en place par le gouvernement. Et il faudrait que ces aides soient transférées via mobile banking ou système bancaire, etc. pour que ce cash. C'est prévu. C'est prévu. Oui, c'est prévu. Ça a été fait dans Tayssir, dans le programme Tayssir il y a quelques années. Mais malheureusement, le cash a aussi un aspect culturel. C'est-à-dire que les montants qui ont été transférés, 90% de ces montants ont été retirés quelques semaines après. Ça, premièrement. Deuxièmement, aussi, pour encourager le mobile banking au Maroc, il faudrait que les coûts que supportent les commerçants baissent. Les coûts de transfert. Parce que quand vous voyez… Est-ce que vous confirmez le fait que les coûts de transfert chez nous sont quasiment les plus élevés au monde? Je ne pourrais pas dire les plus élevés au monde, mais ils sont élevés. Apparemment, on est quand même dans le haut du classement. Et là, il faut voir l'association professionnelle des établissements de paiement qui dit que le coût du mobile banking, c'est à peu près entre 0,5 et 0,6% par transaction, 0,25 pour la grande distrib et les hydrocarbures, mais 0,5%, c'est très élevé et des fois, ça n'encourage pas certains commerçants à adopter cette réagir sur deux chiffres. Effectivement, plus de 400 milliards de dirhams qui circulent en cash. C'est effectivement 30% en termes de volume de notre PIB et du PIB national. Et 30% aussi, c'est le chiffre officiel de l'économie informelle chez nous. Est-ce qu'on a sur du 30% d'un côté, circulation du cash, 30% de l'économie informelle? Est-ce que du coup, il y a une corrélation ou pas? Ou c'est le hasard des chiffres? Oui, il y a certainement une corrélation. Après, c'est aux chercheurs de la démontrer, mais bien évidemment, il y a une corrélation, malgré tous les efforts qui sont faits depuis quelques années pour endiguer les effets de l'économie informelle, mais force est de constater qu'elle est là et qu'elle a la vie. Et qu'elle est bien prégnante. Troisième round avec vous, Zakaria Garti. Faut-il libérer le dirham vers un nouvel assouplissement, en tout cas du dirham et de la monnaie, pour renouer avec la croissance? Certaines thèses d'économistes considèrent que si on n'assouplit pas le dirham et qu'on n'a pas un dirham qui soit aligné à notre niveau de développement économique, on ne pourra plus jamais renouer avec une croissance supérieure à 4%. Bon, d'abord, la marche vers la libéralisation du dirham a été entamée depuis quelques années, de façon graduelle.
avec une flexibilisation qui a été une première phase dans une sorte de bond de 0,3, moins 0,3. Oui. Par la suite, on est passé à 2,5, moins 2,5%. Et force est de constater depuis 2016, ça n'a pas bougé. Que tout se passe bien et qu'on n'a pas franchi cette bande, soit plus de 2,5, soit moins de 2,5. Donc pour le moment, ça réussit. Et il faudrait continuer pour une libéralisation totale du dirham. Ça ne va pas se faire demain ni après-demain. Ça pourra se faire d'ici 5 ans. Ce qu'a annoncé en tout cas annoncé Banque El Maghreb. Ça ne se fera pas dans une période où il y a une forte inflation, pour ne pas rajouter de l'inflation à l'inflation. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous avez vu le communiqué du FMI. Mais c'est important pour parler de l'inflation aujourd'hui. Les chiffres qui ont été publiés il y a quelques semaines montrent une inflation qui ne dépasse pas 2,5% sur une année glissante. Et ça, c'est une bonne chose. Et d'abord… Mais c'est une bonne chose, tout en ayant à l'esprit que les prix restent à des niveaux élevés. C'est juste que les prix accélèrent, ils augmentent moins vite. Ça décélère. Ouais. Il y a quand même des facteurs, bien sûr, internationaux, du fait de la baisse des matières premières à l'international dont le Maroc a pu bénéficier. Mais il y a aussi une décision qui a été annoncée par le gouvernement il y a quelques mois, et que je salue vraiment, qui est 0% de TVA sur les médicaments. Et aujourd'hui, quand on analyse ces chiffres, on voit que les médicaments ont perdu à peu près 4 à 5%. Donc c'est une bonne chose pour l'économie, ça se matérialise sur les chiffres d'inflation. Pour revenir à notre sujet… Mais en même temps, ils ont augmenté les droits et la fiscalité sur l'acquisition et l'achat de smartphones. On est bien d'accord. Une bonne idée, je l'ai dit et je l'assume. Vous avez dit, voilà, je salue ce qui a été fait là, mais d'un autre côté, ils ont augmenté le prix d'achat des smartphones en augmentant la pression fiscale. Surtout que le smartphone, on ne peut pas augmenter les prix des smartphones et encourager les gens à faire du mobile banking. Donc ça apparaît un peu contradictoire et j'espère que le gouvernement reviendra sur cette décision. On appelle ça, je sais pas, en termes économiques, une espèce de tête à queue économique sur libéraliser ou libérer. Pour revenir au sujet de la libéralisation du dirham, ça ne se fera pas aujourd'hui ni demain, ça se fera sur 5 ans. Des études de Banque El Maghreb ont montré que la première phase de flexibilisation du dirham en de plus 0,3, moins 0,3 a pu générer 0,3% de croissance supplémentaire. Ça permettra à l'économie marocaine d'être plus compétitive, certes, mais bien évidemment, la compétitivité n'est pas que la compétitivité prix. Parce qu'on a vu que plusieurs pays qui avaient adopté une dépréciation de leur monnaie pour rendre leurs produits plus compétitifs à l'étranger, n'en ont pas bénéficié. Ça dépend des pays. Des pays comme la Turquie et l'Égypte, eux en ont bénéficié. Je rappelle qu'ils ont une croissance industrielle nette annuelle qui est 3 à 4 fois supérieure à la nôtre. Oui, mais vous savez, donc ça veut dire qu'ils produisent beaucoup plus et qu'ils exportent beaucoup plus. Le taux directeur en Égypte et en Turquie, 15-20%. Ouais, nous, on se plaint du taux directeur à 3%, et en Turquie, en Égypte, c'est 20%. L'inflation, elle est galopante en Turquie et en Égypte. Au Maroc, c'est beaucoup moins quand même. Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui considèrent qu'effectivement, si on maintient le niveau du dirham tel qu'il est aujourd'hui en termes de valeur, on ne pourra pas renforcer notre compétitivité et notre force de frappe à l'export? Non, le taux de change est un outil de compétitivité parmi d'autres. Il peut être nécessaire, mais il n'est pas suffisant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette mesure-là ne peut pas être isolée, c'est ça que vous dites? Elle ne peut pas être isolée et ne résoudra pas tous les problèmes de compétitivité des produits marocains. Mais à mon avis, elle est nécessaire dans le moyen terme pour donner même plus de crédibilité à l'économie marocaine et montrer qu'elle est compétitive et que la monnaie marocaine est une monnaie forte. D'ailleurs, même en cas de libéralisation totale du dirham, la Banque centrale pourra toujours intervenir via des mécanismes de ciblage d'inflation pour soutenir le dirham si nécessaire. Et d'ailleurs, c'est son job et sa mission prioritaire, a priori, de se positionner sur le ciblage de l'inflation. Non, le ciblage de l'inflation parce qu'il y avait la maîtrise jusqu'à présent. Ne le fait pas encore, parce qu'aujourd'hui, on a une bande. Mais par la suite, c'est une nouvelle fonction, c'est une nouvelle prérogative qui va se rajouter avec un ciblage de l'inflation. Est-ce que vous faites partie de celles aussi qui considèrent qu'effectivement on va aller progressivement vers un nouvel assouplissement monétaire sur les 2-3 prochaines années, puisqu'il y a une nouvelle feuille de route monétaire aujourd'hui qui a été un petit peu, qui a été exprimée. Monétaire, c'est-à-dire une baisse de taux directeur? Baisse de taux directeur. Ou vous parlez toujours du dirham? Je parle toujours du dirham. Oui. Parce que le taux directeur, il y a un conseil monétaire qui est prévu au mois de mars. A priori, on pourrait aller vers un statu quo à nouveau sur un taux directeur à 3%. Je pense que du moment où la Banque centrale, la BCE,
et la Fed ne procèdent pas à une baisse des taux directeurs, on gardera toujours ce taux de 3% au mois de mars 3%, prochain. qui quand même, même si on critique, mais il reste moins élevé que le taux de la Fed ou le taux de la BCE. Sauf qu'on a un taux directeur qui est supérieur au niveau de croissance économique. Et que ça pose problème pour certains. Le taux de croissance économique en Europe, il n'est pas à 4%. Au Maroc, on a un taux de croissance en 2023 non, de mais c'est juste 2,7. pour répondre à votre question, c'est que le taux de croissance en Europe est inférieur au taux de la banque directeur. Il vaut mieux avoir un taux de croissance en Allemagne ou en France qu'avoir 2,7 de croissance chez nous, non? Évidemment. Non. Juste une dernière question sur libéraliser, en tout cas, nouvel assouplissement monétaire. Est-ce que vous faites partie de ceux, Zaki El Agharti, qui disent aussi il va falloir aussi revoir le panier de devises? Non, mais s'il y a une libéralisation totale du dirham, il n'y aura plus de panier. Elle sera progressive. Oui, mais il n'y aura plus de panier à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire ça sera uniquement sujet à l'offre. Le prix du dirham sera sujet à l'offre et à la demande du dirham. Donc, sans prendre en considération le panier. Mais introduire des monnaies comme le yen chinois, par exemple, est-ce que ça peut être aussi… Moi, je pense qu'il n'y aura plus de panier. Le panier ne sera plus calculé dans la valeur du dirham. Donc, ça sera complètement supprimé et ça sera uniquement l'offre et la demande. Et vu que nos échanges se font majoritairement en dollars et en euros, le dirham fluctuera en fonction de ces monnaies-là. À l'horizon 2026, 2027, 2028, selon vous, 2030 4-5 ans. 4-5 ans. Pour vous, les choses vont s'accélérer, se préciser. C'est à mon avis qui n'engage que moi. Dans la perspective de la co-organisation de la Coupe du Monde en 2030, on aura une libéralisation de la monnaie peut-être, et du dirham. Ce n'est pas forcément lié à la Coupe du Monde, mais peut-être. Mais il y a des réformes plus urgentes à faire, comme celle de l'IR, le code de travail, la réforme de la formation professionnelle, et tous ces aspects-là me paraissent prioritaires et structurels. Il faut arrêter de penser qu'aux choses conjoncturelles. Certes, quand on est dans le feu de l'action, au gouvernement ou dans le débat que nous menons, mais il faudrait penser aux choses structurelles et il est temps de les faire. Dernière petite question, c'est tombé d'ailleurs là ce matin, je crois savoir. Le Maroc qui prend la tête du programme alimentaire mondial. Il y a le PAM chez nous, qui est le Parti Authenticité Modernité, qui est un parti de formation politique d'ailleurs, qui a organisé son congrès avec l'innovation plus ou moins, avec une gouvernance collégiale. Bonne nouvelle ou pas? Le fait que le Maroc, c'est une présidence tournante. On prend la présidence du programme d'alimentation et du programme alimentaire mondial. On ne la prend pas avec d'autres pays, donc ce n'est pas une présidence collégiale. Non, ce n'est pas une présidence collégiale. Là, c'est le Maroc qui va présider. Programme alimentaire mondial. Le Maroc est un acteur important dans la sécurité alimentaire mondiale. On est quand même le premier exportateur de fertilisants dans le monde. Donc, ça nous donne un poids important dans la sécurité alimentaire mondiale et j'espère que la présidence du Maroc de ce comité permettra de donner plus de rayonnement au Maroc et fera entendre notre voix. Merci à vous, c'est Zaki Agharti, je rappelle, analyste économique et financier, membre de l'Alliance, tout nouveau membre de l'Alliance des économistes istiqlaliens sur ce spectre aujourd'hui d'enjeux, à la fois de freiner la destruction d'emplois, de freiner aussi la circulation du cash, qui pose problème d'ailleurs au niveau des finances publiques, essentiellement, et au secteur bancaire, parce qu'il y a un assèchement des liquidités, et sur la possibilité d'accélérer, en tout cas de mettre sur orbite et sur l'agenda une feuille de route monétaire pour un allègement progressif du dirham, pour essayer de renforcer notre compétitivité. Merci à vous et à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt.